un map, string string. J'arrive à l'écrire correctement. Voilà. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce provider-là, Future Family Provider. Il va nous retourner un article et on va lui passer ce paramètre-là. Ça va être une map et on va l'appeler article data. Donc là, en fait, map, c'est juste un sous-type de dynamic. Donc là, si je passe un paramètre à mon repository, là, la méthode save, si je lui passe une map aussi, ça va passer. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va toujours récupérer ça, vu qu'on va en avoir besoin, notre repository, pour pouvoir stocker, en fait, ou bien save notre article à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire tout simplement... qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord récupérer... pour le moment, on peut faire ça. Article repository. Ensuite, on va faire save et on va lui passer notre article data à ce niveau-là. Donc, aussi simple que ça. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le travail nécessaire. Donc là, on a toujours notre provider. Donc là, c'est une family provider. Donc les familles vont nous permettre en fait de passer des paramètres. Et là, on va lui passer notre paramètre article data pour pouvoir save et persister notre article. Donc là, c'est bon. On va récupérer ou plutôt switcher sur notre vue qui se trouve là. Et on va travailler cette méthode-là. Donc là, vu qu'on a déjà notre article form controller qui est injecté dans notre formulaire, donc on a la possibilité de récupérer en fait l'ensemble des champs. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'il va cliquer, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord récupérer les données que l'utilisateur a saisies. Donc là, je vais créer une variable qui s'appelle article form data par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une map. Donc en fait, c'est ça, cette map-là qu'on va passer à notre provider. Tout simplement. Donc je vais faire ça. Donc il va y avoir title. Et le title va avoir comme valeur notre article controller. On a le champ title. Et on va récupérer l'input que user a saisi. Et là, je vais faire la même chose pour le content et l'auteur. Donc là, je vais mettre content. Là, je vais mettre auteur. Et là, on a récupéré ça s'appelle encore, ce que l'utilisateur a saisi. Et là, il nous reste une chose, il faut faire de telle sorte que ce widget-là puisse interagir avec notre provider, donc notre article creation provider. Donc, ce qu'on va faire, donc tout à l'heure, on avait les consumer widgets. Donc là, vu que c'est une stateful widget au niveau de Flutter, on va devoir utiliser un autre type de widget dans Provider qui s'appelle les Consumer Stateful Widgets. Donc, ce sont tout simplement des widgets qui vont nous permettre de manipuler les providers, mais en même temps qui sont stateful. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici Consumer Stateful. Donc, je ne vais pas oublier d'importer Riverpod. Donc, je vais faire package Flutter underscore Riverpod plutôt Riverpod.dart. Donc voilà, donc consumer stateful widget. Et là, ça va être consumer state. Donc tout ça, c'est au niveau de la documentation. Donc là, peut-être c'est l'exemple qui est un peu plus compliqué, mais avec le temps et de la pratique, on s'y fait vite. Et donc là, ça va être consumer state. Voilà, donc là, on devrait être bon. Donc là, pas besoin en fait d'injecter le ref par défaut. Donc si vous vous souvenez, au niveau de, comment ça s'appelle encore, de list article screens, donc là, on l'avait transformé en consumer widget et puis on injectait l'attribut widget ref. Donc là, on n'en a pas besoin parce que là, par défaut, le consumer stateful widget, en fait, il a l'attribut ref. Donc si on va au niveau du code source, consumer stateful widget. Donc voilà, donc au niveau de consumer state, vous avez cet attribut ref là. Donc là, c'est au niveau du code source. Il ne faut pas avoir peur de regarder le code source de la librairie. Donc voilà, donc il a un attribut ref. Donc par défaut, out of the box, vous avez déjà cette widget ref là.
qui va vous permettre tout simplement de manipuler les providers. Donc, pas besoin de l'injecter au niveau de la méthode build. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va, on va lire notre provider ici, donc notre provider family, en lui passant en fait les données que l'utilisateur aura saisies. Donc, go, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ref. Vu que l'on a ref comme attribut, on va faire read. Donc là, on n'a pas besoin de watcher, c'est juste lire le provider. Et c'est quel provider dont on veut lire? C'est juste le article creation provider. Et là, attention, vu que c'est une provider family, il va prendre en paramètre des données. Et ces données-là, c'est le article form data, tout simplement. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire ce provider-là, lui passer en paramètre les valeurs que l'on a définies ici. Donc là, c'est une map string pour lui donner comment ça s'appelle encore, l'article à créer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé un petit helper qui va nous permettre d'afficher des notifications. Donc, on va juste faire notif show. Donc là, on va juste afficher comment ça s'appelle encore là, un scaffold messenger là, de type Saxis. Donc là, c'est juste un helper qui est simple que j'ai créé pour pouvoir afficher des notifications. Et là, après avoir fait ça, je vais rediriger l'utilisateur vers la page précédente qui est la page de liste des articles. Donc là, je pense qu'on devrait être OK. Donc là, c'est simple. On récupère les données, on lit notre provider en soumettant notre formulaire et puis on affiche ce message. Donc, article créé avec succès, comme ça. Donc là, le notif, c'est juste une méthode que j'ai créée, méthode static show, et qui affiche en fait une snack bar. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, on va tester si je n'ai pas fait de bêtises pour voir si ça passe bien. Voilà, donc là, je vais faire un hard reload, plutôt un hard restart. Donc là, on n'a pas d'article. Donc là, on va essayer de créer un nouvel article. Je vais l'appeler weekend code 2. Donc ceci est le premier article du weekend code 2. Please soyez indulgents avec ma modeste personne. Voilà. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais mettre mon ami Deval là. Et là, on va croiser les doigts pour que ça passe. Voilà. Donc là, en fait, il n'a pas rafraîchi la page parce que c'est normal. Il a bien créé l'article. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un get. Voilà. Donc là, il a créé l'article, mais il n'a pas en fait rafraîchi la page quand on est revenu au niveau de la page d'accueil. Donc, pourquoi? On va revenir au niveau de notre provider. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, donc ici, on crée notre article, mais il n'y a pas moyen de dire que, voilà, d'indiquer à notre application que le state a changé. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais juste mettre un var article ici égale ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ref, vu qu'on a la possibilité d'utiliser le ref pour interagir avec notre provider. On va lui dire, tu vas me refresh en fait le provider en question. Donc, soit on peut utiliser refresh ou invalidate. Il y a aussi la méthode de invalidate. Donc, articles provider point feature. Donc là, il va me dire que non, ça c'est pas bon. Donc ça, ce qu'on va faire, on va faire juste invalidate. Invalidate. Voilà, et tu vas me concrètement ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement rafraîchir en fait le provider là. Et là, on va return l'article. Comme ça, dès qu'on pop la page là, dès qu'on retourne là-bas, dès qu'on fait ça en fait,
il va refresh l'autre provider et là, il va se rendre compte que le state a changé. Il va tout simplement rafraîchir la page. Donc, on va en profiter en fait pour ajouter quelque chose de super sympa, c'est le pull to refresh. Donc, le pull to refresh, ça va nous permettre en fait, dès qu'on tire l'application vers le bas, il va automatiquement refresh l'application. Donc, c'est très simple à faire. Donc, voilà. On va utiliser le refresh indicator plutôt. Donc, normalement, c'est où, voilà. Donc, d'habitude, il faut le mettre au niveau d'un. Donc, je vais wrap ça. Je vais expliquer. Je vais mettre refresh indicator. Il est ici. Voilà, lui, il a une méthode onRefresh. Et onRefresh, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va tirer, je vais faire ref. Voilà, là, je peux utiliser refresh. Et je vais faire quoi? Article provider.future. Donc là, il va me tout simplement refresh ce provider-là. Donc d'habitude, le refresh indicator, il faut l'utiliser en tant que parent d'une liste, quoi. Donc soit une colonne ou bien une liste view, ce genre de choses. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mis à ce moment bien précis. Donc là, je vais juste faire un refresh. Voilà, donc là, normalement, si je tire, bien, je vais faire un for load. Yes, donc là, on a le truc de tout à l'heure là. L'article de tout à l'heure qui s'affiche maintenant, vu que j'ai fait un hot restart. Donc là, je pense qu'il manque quelque chose. Je pense que ce sont les. Comment ça s'appelle encore? C'est les physics. Euh, Plutôt, c'est au niveau du single child scroll view. Voilà. Donc ici. Donc il faut y ajouter ça. C'était quoi encore ça? So always, je sais pas, always machin chose. Allez, voilà, always scrollable physics, je pense. Comme ça, là, il va me permettre en fait de tirer le truc là, quoi. La UI. Donc là, il se charge. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, si je tire, il va automatiquement rafraîchir le truc. Donc là, je vais juste changer le composant du widget pour que ça soit aligné avec notre design. Donc, c'est notre quoi encore? Refresh indicator. Donc là, je vais mettre comme color colors.black comme ceci. Et je vais juste mettre un background color colors.white. Comme ça va être aligné avec notre design de notre cher Deval. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Voilà. Voilà, maintenant c'est en noir et blanc. Super, nickel. Donc là, comme vous le voyez, on a la possibilité de récupérer notre article. Donc là, c'est écrit par, donc là, c'est au niveau du widget. Donc, vu que c'est collé, list article item details. Donc, je vais juste mettre un espace ici. Et ça devrait le faire. Voilà, nickel. Donc là, on a correctement implémenté Provider à ce niveau-là. Et je vais retester en ajoutant un nouvel article. Et là, je pense qu'on devrait être bon pour cette démo. Donc, je vais mettre quoi comme titre. Je veux put is the best. Please tester Riverpod. Pas Riverwood, Riverpod. C'est le bon choix pour gérer le state de vos flotteurs app. Et comme auteur, je vais mettre Maïssa. Donc là, on croise les doigts pour que ça marche maintenant. Donc, pas Riverwood, mais Riverpod. Voilà, super. Donc, comme vous le voyez, donc on a notre notification qui est affichée là et Riverpod is the best. Et là, on a la possibilité de faire le refresh là, comme vous le voyez. Donc, juste pour tester, pour vous montrer bien que le refresh fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi?
c'est que je pense que c'est le last truc que je vais montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est test pour tout refresh. Donc, je vais juste ajouter directement une nouvelle entité au niveau de ma base, papier et content. Je vais mettre juste du lorem et vous montrer que voilà, j'ai pas besoin de trucs. Je vais mettre juste du lorem comme ça. Je vais mettre ici HTML. Donc, je vais lorem de 50 caractères. Je prends ça. Je vais mettre ici, tac. Voilà, je prends ça et je vais poster ça. Qu'est-ce qu'il dit, bah, request? Content, est-ce que j'ai bien formaté ma requête là? On va dire juste ben 25. Voilà. Ah, il n'y avait pas de virgule fille. Juste faire ça, écoute. Voilà, donc là, il a bien ajouté le pull to refresh. Donc, je vais mettre ça. Donc, regardez si je pull. Ouais. Donc là, automatiquement, en fait, dès que je fais ça, il va rafraîchir mon state. Donc, l'autre chose qu'on peut ajouter aussi, donc là, donc là, c'est la dernière chose que je vais faire, c'est le fait de pouvoir rafraîchir automatiquement notre UI, par exemple. Si on a la possibilité si on devrait peut-être écouter, par exemple, la base de données. Donc là, vu qu'on est très loin de notre base de données, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour écouter les nouveaux changements qui peuvent s'opérer en fait au niveau de notre base de données. Par exemple, si on ajoute un nouvel article ou ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste créer quelque chose qui va nous permettre de rafraîchir, par exemple, notre provider pendant chaque 15 secondes ou bien chaque 20 secondes. Comme ça, il va aller tirer en fait l'API. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on peut faire ça très facilement avec Riverpod et des fonctionnalités de Flutter. Donc là, je vais revenir au niveau de mon article provider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un timer. Donc, c'est un peu l'équivalent comment ça s'appelle encore, voyez, des set intervalles et des set timeout pour les anciens de JavaScript. Donc là, je vais créer un timer. Donc, je vais faire timer. Je vais lui passer une duration comme ceci. Donc, lui, il râle parce que j'ai pas. Donc, je vais faire seconds. Donc, je vais lui dire que voilà, tous les 15 secondes, tu vas faire une nouvelle requête pour pouvoir demander à mon API de nouvelles données. Donc là, je vais faire juste ça. Yes, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ref.invalidate self. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me dit? Il râle parce que j'ai pas importé ça depuis async, je crois. Yes, donc depuis data async. Et là, ne pas oublier de libérer la ressource. Donc, ref, on dispose. Et là, je vais libérer le timer là. Donc, je peux juste faire un timer.cancel. Pas la méthode, mais juste la référence de la méthode. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on fait concrètement, c'est que voilà, tous les 15 secondes, tu vas invalider en fait le provider. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout simplement en fait une requête tous les 15 secondes pour pouvoir récupérer les articles au niveau de l'API. Donc là, je vais rafraîchir ça. En attendant, je vais rajouter un nouvel article. Je vais l'appeler comment? Je pense que c'est juste automatic data pooling. C'est comme ça que ça s'appelle, automatic data pooling. Pooling, je vais l'ajouter. Voilà. Et là, ouais. Donc, automatiquement, il a rafraîchi. Donc, c'était assez rapide. Donc, chaque 15 secondes, en fait, il va rafraîchir la UI en récupérant en fait l'ensemble des données qui se trouvent au niveau
de notre API. Donc là, je pense que c'était tout pour ma démo. Donc, sur Riverpod, j'espère que je n'étais pas trop rapide. Donc, en gros, c'est vraiment en fait un framework, un cadre très agréable à utiliser. Donc, comme vous le voyez, je l'espère, mon code est assez clean. Et là, tout est à sa place, tout est bien organisé. Donc, c'est un peu les forces de Riverpod. Et ça nous permet vraiment de faire à peu près du clean architecture ou bien même. Là, c'est juste une architecture que j'ai simplifiée. Et vous pouvez faire en fait quelque chose de beaucoup plus nice, beaucoup plus organisé encore. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura un peu mis l'eau à la bouche en quelque sorte et vous donner envie en fait de creuser sur ce magnifique framework. Donc également aussi, il m'arrive de contribuer là-dessus, hein. C'est vraiment une lib que j'affectionne. Donc là, depuis ces derniers temps, je pense que j'ai commencé un peu à contribuer à la documentation, surtout à la documentation française. Et l'auteur est vraiment quelqu'un de cool, quoi. Donc si tu ouvres une paire, donc rapidement, relativement rapidement, il regarde tes paires. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que c'était tout de mon côté. Donc, Aline Kanoté, je pense que tu peux reprendre la main. Je ne sais pas si je te laisse partager, toi ou... Allô, vous m'entendez, j'espère? Yes. Euh, je pense que c'est à toi pour la partie bloc. J'espère qu'il n'est pas en train de dormir. Yes. Peut-être pour gagner du temps, s'il y a des questions dans l'audience, le temps que Kanoté nous rejoigne. Ah, il est là. Peut-être on prendra les questions Allô, après. vous m'entendez? Oui, c'est bon, là, on t'entend. Ok. Donc, merci Moïse hein, pour la présentation. Donc, Yes. ouais. Excuse-moi, je te laisse la main pour partager, ou bien si tu veux, je partage pour toi. Oui, je peux prendre la main sans souci. Ok, super. Et, j'espère que j'essaie d'utiliser encore. Le Ouais, modèle, ça fait un bail, j'ai pas été sur Discord. ouais. Ok, donc là, je vais quitter et revenir parce que je suis sur Mac, donc pour l'autorisation, pouvoir partager. Donc, je reviens dans 15. Ok, ça marche. Yes, pas de souci, hein. Même Daoud aussi, hein, si tu as peut-être des choses à ajouter pour que... Ah, ça a ñëwaat na ça. Ouais, je suis là. Donc, je vais partager rapidement. Je crois que c'est Ok. screen. Je crois que j'ai un second screen. Ok. Tagarit. Vous voyez, n'est-ce pas, mon écran? Donc, Daouda, ce qu'on va faire, hein, donc, je suppose que l'heure de prière n'est pas loin. On risque un peu de déborder. Donc, juste coupe-moi et on va prendre peut-être 15 minutes pour prier et revenir, quoi. Donc, je ne vais pas trop garder, laisser l'œil sur le temps. Ok. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Donc là, Monsieur vous a un peu expliqué la partie Riverpod, c'était bien, hein. Donc, j'ai en même temps que vous découvert Riverpod. Donc, je pense que je vais peut-être aller l'explorer. Donc, moi, ce que j'utilise comme state management, c'est Block. Donc là, on va présenter Block rapidement. Pas beaucoup de slides, mais de mon côté, je vais essayer quand même d'être le plus clair possible aussi. Donc, c'est quoi bloc? Donc, bloc, c'est ce qu'on appelle un pattern de conception. Donc, en dehors même de flotteur, bloc, c'est carrément un pattern, quoi. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de séparer, en fait, la logique de notre application et la partie UI. Donc, bloc, c'est pour business logic component. Je pense que c'est ça. Donc, ça a été créé donc pour utiliser ça dans Flutter, on a la librairie Flutter Block et qui est maintenue par un certain Félix Angelo. Donc, sur le slide, vous allez retrouver son GitHub et j'ai aussi mis le lien du PubDev. Donc, ensuite, OK. Est-ce que je pense que je partage toujours mon écran, non? Oui. OK.
Ok. Oh, ok. Donc, pour comprendre bloc, concrètement comment ça marche, il est très important de comprendre c'est quoi les streams. Donc, parce que bloc, il est basé sur les streams. Donc, stream, pour comprendre c'est quoi un stream, il faut voir un stream comme un flux en fait d'informations sur lequel d'un point A, on va envoyer des informations à un point B. Sauf qu'au niveau du point B, on va pas forcément savoir quand est-ce que l'information va arriver. Donc, ce qui va se passer au niveau du point B, c'est qu'on va écouter sur le stream et à chaque fois que qu'on reçoit en fait l'information, on fait ce qu'on appelle, on fait les traitements nécessaires ou on met à jour nos UI. C'est à vous de voir. Donc là, j'ai préparé un exemple simple. Donc ça, c'est juste du Dart où on peut utiliser les streams et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc en gros, on a notre méthode stream on init, stream of int. Donc ce que ça fait, c'est que c'est une boucle. Et là, on fait juste, on utilise de await pour faire une attente de 3 secondes. Donc, en fait, le await, quand vous l'utilisez, c'est que l'instruction sur laquelle vous avez utilisé le await, donc votre méthode va attendre que ce traitement se termine pour passer à la suite. Et vous avez le yield. Le yield, il permet d'envoyer une nouvelle information sur le stream ou dans le stream. C'est à vous de voir. Ensuite, pour chaque stream, on a la méthode listen. Et la méthode listen nous permet en fait d'écouter sur le stream. Et à chaque fois qu'on a l'information, on fait le traitement nécessaire. Donc, si vous voulez, on peut aller sur Darkpad et on va écrire ce code rapidement. Je crois que ouais, j'ai le Darkpad juste à côté. Ok, c'est ça. Je reviens rapidement sur le code. Ok, une stamp. J'ai pas tout en tête, donc je vais faire le switch entre les deux. Donc, je vais faire un stream de int qui va faire un, je vais l'appeler stream of int, je crois, c'est comme ça, et on va utiliser le async. Donc, le async, c'est pour dire que notre fonction va envoyer des données asynchrones. Bon, c'est ça. Ensuite, on fait un for int i égale à 1. Donc, pour aller vite, je vais juste m'arrêter à 3. Donc, je pense que await le futur point. Bon, soit, c'est ça. Merci de l'autocomplétion. Ok, je pense que c'est duration. Qu'est-ce que je peux? Je mets juste 2 secondes histoire qu'on aille vite. Et là, je vais juste faire un yield de i. Là, au niveau de mon truc, je peux mettre un final stream. Je vais l'appeler qui va prendre ceci. Et là, au niveau de notre stream, je devrais pouvoir écouter, je crois. Data event, whatever. L'essentiel, c'est. Je vais les mettre current value comme ceci. Ensuite, je fais voilà. Quand normalement, ça devrait être bon. Et là, vous allez voir comment va se comporter en gros. Je pense qu'il y a un point virgule, non? Ok. En fait, c'est pas besoin de ceci, je crois. Et là, vous allez voir comment ça va se comporter. Là, vous voyez que mon application s'est déjà arrêtée. Normalement, on a le print qui arrive. Fait quoi? J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé, je crois.
Voilà. Ok. Donc là, on voit bien que ça a affiché. Vous voyez qu'il y a un petit temps d'attente. Donc je remets rapidement. Je crois que c'est ma machine qui déconne un peu. Donc on affiche 1, 2, puis 3. Donc voilà. Donc en gros, c'est ce qu'il y a en fait de tout ce qu'il y a à comprendre. Je pense que c'est assez simple la prise en main des streams. Vous pouvez l'utiliser dans vos applications si vous voulez, même en dehors de bloc. Donc l'essentiel, c'est juste que vous comprenez que ça permet de créer un flux et d'écouter sur ce flux. Voilà. Ensuite, après les streams, il y a ce qu'on appelle Qubit. Donc en fait, Qubit, faut le voir comme une version minimale de bloc. Qubit, c'est quoi? Qubit, je pense que j'ai mis un petit, voilà, j'ai mis un petit workflow. Donc, en fait, Qubit, c'est quoi? C'est que vous avez, ça permet en fait de créer un stream de data. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que vous avez un ensemble de fonctions que vous définissez dans votre Qubit et ces fonctions sont appellables à partir de vos widgets. Et derrière, quand on appelle ces fonctions, on peut envoyer un ensemble, on peut envoyer un nouvel état au niveau de votre stream. On dit que Qubit est un type spécial du composant stream basé sur l'appel de fonctions depuis le UI. Ces fonctions reconstruisent le UI en émettant différents états sur le stream. Donc, c'est comme je l'ai expliqué. Par contre, les fonctions du stream, ils font pas partie, les fonctions du Qubit ne font pas partie du stream. Donc, on prédéfinit les fonctions à l'avance et on les appelle au niveau de notre UI. Et ensuite, le Qubit nous renvoie, on peut écouter le Qubit pour récupérer l'état et faire les traitements nécessaires au niveau de notre UI. Donc, ça, c'est une manière un peu de cartographier ou bien d'illustrer comment fonctionne les qubits avec Flutter. Donc là, j'ai aussi mis une petite fonction qui permet d'utiliser les qubits. Donc, on peut aussi le lancer sur le Dartpad. Donc, en gros, c'est juste ce que ça permet de faire, c'est qu'on a, si vous remarquez très bien, on a deux fonctions qui est l'increment et le décrement. Et ensuite, on a un état initial, donc la valeur qui vaut 0. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut appeler ces fonctions et ensuite, le qubit, il met à jour l'état. Donc, vous voyez bien, j'ai mis le résultat en bas. Donc, histoire d'aller vite, je ne vais peut-être pas trop perdre le temps dessus. Il faut juste comprendre que, voilà, c'est assez simple, hein. Peut-être que ça ne va pas être l'objet de la démo, mais c'était juste histoire de vous expliquer pour que vous compreniez qu'il existe une version minimale de bloc qu'on appelle qubit et qui permet la prise en main du bloc, de la partie bloc facilement. Donc, on va avancer pour pas trop perdre de temps avec le qubit. Donc, au niveau du bloc, la différence entre le bloc et le qubit, c'est qu'au niveau du bloc, on a en entrée un stream d'événements. Donc, on a des événements qui sont déclenchés à partir du UI. Et à chaque fois que un événement est déclenché à partir du UI, le bloc va écouter sur cet événement. Donc, lui, il va écouter sur le stream. Derrière, il va faire les traitements nécessaires et une fois qu'il a fait ces traitements, il va émettre l'état correspondant bon, après traitement. Donc, vous avez en entrée des streams d'événements. À partir du UI, l'utilisateur déclenche ces événements. Le bloc, on va dire, réceptionne ces événements, traite l'information et retourne un nouvel état sur le stream. Donc, c'est assez simple, hein. C'est vraiment ça on va dire le workflow de base de bloc. Il y a autre chose à comprendre à part ça. Maintenant, dans cette partie, on va voir quelles sont ça c'est les classes minimales de Flutter Block qui va nous permettre de la mise en place de blocs au niveau de Flutter. Donc, Flutter Block, comme je l'ai dit, c'est une librairie qui permet la mise en œuvre du pattern block dans un projet Flutter maintenu par Félix Angelo. Donc, pour la première classe, on a ce qu'on appelle le block provider. Donc, le block provider, ce qu'il nous permet de faire, c'est qu'une fois qu'on a créé notre bloc, il faut qu'on injecte en fait une instance de notre bloc dans notre widget tree ou bien dans l'arbre de notre widget ou bien dans notre application. Donc, block provider, quand vous lui donnez un bloc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va injecter ce qu'on appelle un singleton. Et quand vous l'injectez dans un widget, le widget va avoir accès à ce bloc et tous ses descendants également vont avoir accès à ce bloc plutôt. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le block builder.
Donc, le block builder, ce qui permet de faire, c'est que par rapport à l'état de notre bloc, ben, à l'état qui a été, bon, l'état de notre bloc, je pense que c'est plus simple comme ça. L'état de notre bloc, c'est de fait de rebuild en fait notre UI ou une partie de notre UI. Donc, faut faire très attention avec l'utilisation du block builder parce que il est appelé à chaque fois que l'état change, à chaque fois que l'état du bloc change, on a la méthode builder qui va faire le rebuild du UI. Donc, il faut faire en sorte d'utiliser dans la partie du widget qui est concernée par cet état de changement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le block listener. Donc, le block listener, lui, par contre, ce qu'il permet de faire, c'est juste en fait réécouter et juste écouter le changement d'état. Pas forcément faire un build des widgets. Et lui, il est appelé une fois par changement d'état. Donc, et il exclut également l'état initial de notre état. Donc, ça, par exemple, si vous n'avez pas besoin de faire de rebuild et de faire de lancer des fonctions ou bien d'effectuer un traitement au niveau de votre widget, au niveau de votre UI, une seule fois par état, donc vous pouvez utiliser le block listener. Et le block consumer, lui, c'est vraiment la combinaison. Si jamais dans une partie de votre application, vous avez besoin du block builder et en même temps du block listener, vous pouvez utiliser le block consumer. Bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment les quatre trucs à comprendre au niveau du bloc pour la prise en main de bloc. Après, il y a d'autres trucs dans la librairie que vous pouvez utiliser, mais si vous comprenez déjà comment marchent ces quatre classes, donc c'est sûr, vous pouvez faire du bloc même dans un gros projet, quoi. Parce que c'est les trucs qui vont revenir le plus souvent. Ensuite, je vais vous présenter, on va dire ça, c'est une architecture de base de bloc. Donc, souvent, vous allez voir que les gens vont utiliser des architectures un peu plus complexes. Ça dépend vraiment des développeurs. Mais pour faire simple, hein, vous avez votre UI qui envoie des événements. Votre bloc, lui, va, à partir des événements, faire des traitements. Bon, peut-être ça va être la récupération de données au niveau de votre base de données ou bien de votre API. Ensuite, votre partie couche d'état, lui, va transformer les données, va retourner votre bloc. Une fois que votre bloc, lui, va recevoir le résultat, donc il va retourner l'état correspondant. Peut-être si vous appelez votre API, il y aura une erreur. Donc lui, peut-être il va retourner un état d'erreur. Et si jamais c'est bon, il va retourner le résultat dans un state, quoi. Donc, moi, je vais directement à la démo. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Et là, on va directement passer à la démo. Déjà, merci à Moïse de me faire gagner beaucoup de temps parce que on est parti du même UI, hein, on va, comme avec Moïse, je vais juste rajouter la partie bloc. Donc, c'est les mêmes choses qu'il a utilisées. Il y a rien, j'ai rien ajouté. C'est vraiment le même code, la même organisation. Donc, nous, on va juste venir et rajouter notre partie bloc. Donc là, je vais lancer l'application à l'état initial. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ou bien il faut peut-être, je sais pas moi. Ok. J'espère que le contrôle plus il marche. Que le contrôle plus il marche pas. J'espère que le commande plus il marche. Ah oui, il marche. C'est bon. Je crois que là, c'est beaucoup trop. Donc, comme avec Mesa, c'est un truc de base. C'est une liste statique. Donc, quand on clique, voilà, on a ça. Ensuite, on a le formulaire d'ajout. Donc, là, je vais quand même lancer l'API. Euh, mais moi, je lance pas avec du Docker, je lance en mode normal parce que j'ai pas de Docker sur ma machine. Ah oui. Je crois que non, c'est là. Ok. Et là, on a la documentation localhost 3000. Quoi, il faut que je change le .env. Ok, le .env, c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Le .env, ok. Bon, c'est bien. L'adresse IP de ma machine. Excusez-moi, je vais fermer tout ça. Bon, c'est cool. Close, close. Je vais faire un CTRL, je vais faire un yes config.
Bon. J'ai pas arrêté ça. Ok, c'est bon. C'est bien le 1.6. Donc, c'est bien le 1.6. Et toi, je vais te déplacer pour ça. Tu peux y aller pour ne pas me déranger. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va déterminer déjà quels sont les blocs qu'on peut avoir ici. Je pense que ça va être un bloc pour lister les articles, un autre bloc pour ajouter les articles. Parce que ce qui a été fait, c'est que quand on clique sur un article pour l'affichage d'un single article, pas besoin de mettre un bloc vu que directement l'article est envoyé comme l'article est envoyé comme argument au niveau de la route, donc de l'URI. Donc moi, je vais directement pour mettre la partie bloc. Donc, pour faire simple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel répertoire au niveau de ma racine que je vais appeler features. Donc, features, ça va être les fonctionnalités. Donc, ça va là-bas, on va mettre notre partie bloc, donc c'est-à-dire la partie logique, on va dire. Déjà, on va utiliser pareil que ce que a fait Macer. Donc, on a la partie modèle et on a la partie repository. Donc, la partie repository, c'est la partie qui va faire la communication entre notre bloc et la partie API. Donc, je vais créer ici le dossier, features. Au niveau au niveau de ce répertoire, je vais créer deux sous-répertoires. Un qui va contenir le bloc pour le listing et l'autre qui va contenir le bloc pour l'ajout. Donc, on va directement commencer par le listing. Je pense que c'est plus simple. Donc, bon, je l'appelle article avec S, hein. Ou bien, ok. Donc, je crée un autre dossier. Appelé article bloc. Et si vous faites du bloc facilement, je pense qu'il y a une extension qui s'appelle bloc, donc, ceci. Et ce qui va nous permettre de faire, c'est qu'on va directement faire un clic droit. Oh, bon, je commence par le listing quand même. On fait un clic droit et normalement au niveau de votre, vous pouvez créer soit un qubit, soit un bloc. Bon, nous, on est là, on gère des états, donc on va créer un nouveau bloc. Je vais l'appeler article comme ceci. Et derrière, il va me faire le travail nécessaire. Donc, il va me créer en fait trois classes principalement, ou bien trois fichiers. Donc, au niveau du premier fichier, c'est là-bas où on va mettre l'ensemble des états de notre application qui peut être possible au niveau de de notre vue ou bien là où, pour le listing des articles, on va lister l'ensemble des états qui sont possibles. Ensuite, vous avez les events. Donc, les events, c'est l'ensemble des événements qui peut être déclenché par l'utilisateur à partir du UI. Et le bloc, c'est là où on va mettre la logique, en fait. C'est là où on va écouter sur les événements de l'utilisateur et émettre les états correspondants. Donc, on va commencer peut-être par les états. Donc, au niveau des états, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a toujours un état initial dans notre application. Donc, c'est quand on ouvre l'application et que ça vient. Ensuite, l'autre état, ça va être si on regarde très bien au niveau de la liste, l'autre état qui est possible, c'est le fait que les articles en train d'être récupérés à partir de l'API. Donc, c'est quand notre application interroge l'API et attend et en attente des données. Et on, on a un autre état qui est si les données sont récupérées, donc ça veut dire les données sont récupérées avec succès. Et un dernier état, c'est s'il y a une erreur. Donc on va mettre ces quatre autres états au niveau de cette classe. Donc eux tous, ils doivent hériter du article state. Comme ça, on peut, on peut utiliser cet objet pour savoir quel est l'état qui est actuellement en cours, quoi. Donc je vais rajouter, l'appeler article. Je pense.
on load state. Excusez-moi une minute. 2 secondes. Je vais mettre à l'aise. OK. Les- Donc, et ensuite, notre dernier état qui est l'état d'erreur. Donc là, on a défini nos 4 états. Maintenant, si on regarde très bien, quand les données sont en train, quand on va dire on est en attente de la réponse de l'API, il n'y a pas de données qui intervient. Maintenant, quand l'API répond avec un 200, donc il faut que qu'on puisse en fait récupérer les données qu'il nous envoie au niveau de la réponse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer une liste. C'est sur cette liste qu'on va en fait mettre ce qui a été retourné par notre API. Là, je vais notre liste, je vais l'appeler donc une liste d'articles modèle toujours. OK, je vais l'appeler article avec S. Ensuite, on va faire un const. Je vais faire un required. OK, OK. Je vais déclarer un final. OK, crois avoir compris ce le problème. J'ai ouvert des accolades au lieu. Là, c'est bon. Pas besoin de ça. OK. OK, donc là, c'est bon. Et au niveau de notre de l'état d'erreur, donc il faut également retourner le message. Donc, je vais injecter une variable que je vais nommer message. Donc, carrément. Donc là, c'est bon pour nos états. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de mettre les différents événements qui peuvent être déclenchés par l'utilisateur. Donc, on va ouvrir notre article event. Donc, pour nos différents événements, ça va pas être nombreux. On aura juste, je pense, on aura juste un événement à mettre. C'est le fait d'aller récupérer les articles. Donc, je vais l'appeler article.
article, mettre S quand même, load event. Donc, qui va étendre article, event, et puis c'est tout. Donc ça, une fois qu'on va, une fois qu'on va, dès qu'on va démarrer l'application, on va appeler cet événement et cet événement va déclencher l'état d'appel pour l'état de load. Et une fois que l'état de load, lui, va aller récupérer les informations et derrière, comment on va dire, une fois que c'est bon, on va déclencher l'état suivant, sinon on déclenche plutôt l'état d'erreur. Donc là, on va revenir au niveau de notre bloc. Donc au niveau de notre bloc, qu'est-ce qu'on a besoin? Dont on a besoin, c'est en fait, c'est de pouvoir en fait faire un call au niveau de notre API. Donc pour cela, on va passer par les repositories. Donc ici, on va directement en fait injecter en fait une instance de article repository, je pense, qui est là. Donc on a ces méthodes-ci, mais je les avais déjà présentées. Donc je reviens directement au niveau de mon bloc. Donc au niveau de mon bloc, je déclare, je vais l'appeler article repository, article repository, égale à article repository. Je crois que si je ne me trompe pas, mais si rien n'est l'attribut service, il est optionnel. Yes, par Ouais, défaut, ouais, ok, c'est bon. Donc, j'ai pas besoin forcément de rajouter une nouvelle instance. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'une fois que l'utilisateur a déclenché l'événement, cet événement-ci, on doit en fait faire un call define all et mettre à jour et envoyer l'état, envoyer cet état. Soit on envoie cet état, soit on envoie cet état. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, donc si vous remarquez très bien, j'ai une méthode on. En fait, la méthode on article event, donc lui, il est basé sur les événements. Donc, il retourne en fait on va dire deux éléments. Donc, c'est l'événement et on a un objet émetteur. Donc, l'objet émetteur, c'est lui qui va nous permettre en fait d'émettre, ou bien c'est en fait lui qui va nous permettre de faire le yield que vous voyez, qu'on a montré avec les streams. Donc, c'est au niveau du emit qu'on va appeler. Cet objet emit, on va appeler une méthode emit et on va lui donner l'état correspondant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier mon événement. Je vais mettre if événement is article, je pense, load event. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je vais émettre. C'est comme ça. On va mettre article loading state, article on load state. Ensuite, on fait un try. Bon, je fais un try juste histoire de gérer les erreurs. Je fais un list article modèle, je crois. Je vais l'appeler article égale article repository point find all. Mais tu l'as appelé fetch all. Ok. Là, je mets juste un await, je crois. Et ici, je déclare mon méthode en async. Puis, tu l'as appelé get all. Ok. Et là, je fais juste un catch de E. Et quand j'ai une erreur, je vais juste faire un emit de article failure state. Je lui donne message, je lui donne E.toString. C'est barbare, mais c'est pas méchant. C'est juste pour les besoins de la démo. Et si jamais l'appel de l'API est bon, donc on va émettre un nouvel état. On va dire article success state. On va lui donner des articles. Donc là, on vient de finir l'implémentation de notre bloc qui va afficher la liste des articles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord injecter ce bloc
au niveau de pour quand ce widget il est créé et ensuite on va aller au niveau de notre widget et on va on va consommer en fait notre bloc et retour on va utiliser le block builder pour build notre widget par rapport à l'état courant. Donc là, je pense, c'est dans config, app router. Donc c'est directement là. Donc c'est ça le widget qui retourne en fait cette page-ci. Donc je vais injecter l'instance de mon bloc ici. Là, je vais faire normalement wrap with block provider. Et ensuite, je vais l'appeler article. C'est ça. Juste importer. Je pense que c'est S. Ensuite, je retire juste la constante. Je la remets là. Et là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de la liste des articles et on va en fait utiliser en fait notre bloc. Donc là, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez une liste statique et derrière, vous avez un single child scroll view et derrière, on a un child qui est une colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand on remarque très bien qu'est-ce qui est concerné en fait par notre bloc au niveau de notre UI, c'est juste la liste des articles. Donc, ça sert à rien de mettre le block builder au niveau du scaffold. Ça sert à rien de mettre le block builder au niveau du safe area. Ça sert à rien de mettre notre builder au niveau de la première colonne. Donc, il faut aller le plus bas possible. Donc, le plus bas possible, c'est vraiment la colonne qui retourne en fait l'ensemble des articles. Donc là, je vais juste créer deux, on va dire, qui me retourne juste des widgets. Hein. Donc, je vais l'appeler circular progress. Donc, c'est pour les besoins de la démo. Je fais un return enter comme mon master l'a fait tout à l'heure. Je fais un child, je fais un circular progress indicator. Pourtant, il y a déjà un composant pour ça. Hein. Tu Non, l'utilises juste. tu me Ah, l'as, bon, c'est pas je grave. pense, tu l'as pas mis sur master finalement. J'ai oublié de le Ah, mettre si, sur. pourtant, si, il est dedans. Attends. Donc, attends, je vais voir alors. Attends. Yes. Si tu vas dans UI, la présentation UI, Mhm. il y a un widget qui s'appelle Custom Loader. Regarde si c'est là-bas. Non, c'est Dans le pas là. dossier UI. Non, dans le dossier UI. Ah, ok. Voilà, Ok. Custom Loader. Ok, Voilà. c'est bon alors. Donc, dans ce cas, c'est bon alors. Je n'ai pas besoin de créer tout ça. Moi, je l'ai cherché depuis tout à l'heure, là, je ne l'ai pas trouvé. Ok. Mais je Donc pense que là, je vais. excuse-moi, tu peux juste le modifier et le wrapper à l'intérieur de Center parce que tout à l'heure là, il était assez gros. Ok. Donc, je J'avais vais oublié juste. Custom loader. Voilà. Ouais, c'est ça. Tac, on est bon. Super. C'est bon, non? Super. Great. Donc, ok. Donc là, c'est ici que je vais injecter en fait mon block builder et je vais utiliser plutôt mon voilà. Là, je vais l'injecter ici. Donc c'est article S, je crois. Là, je vais juste comment. Ok. Donc là, si vous remarquez très bien, tout le temps ce dont j'ai besoin. Ok, bon, c'est pas grave parce que je dois faire un hot restart, donc pas méchant. Donc je fais un if state. Bon, je vais coder de manière barbare, mais il y a toujours moyen de faire un truc plus clean. Donc, je vais faire si c'est mon state, il est de type article, euh, onload, je pense.
Je vais faire ça. Donc là, je vais juste reprendre ma colonne. Que plusieurs états. Je vais juste faire un return comme ceci. Et là, au lieu de lui donner article, je vais plutôt faire un state ici, point article. Ensuite, je pense que je fais un else if state is article. Donc, juste article et le state. Donc, je pense que c'est quoi? C'est title widget, hein? Je vais l'appeler state.message. Est-ce que j'ai la possibilité de changer la couleur? OK. OK. Est-ce que j'ai la possibilité de changer le size? Je vais juste OK. Normalement, c'est bon. OK, je fais juste un else. Un dernier else. Bon, on peut peut-être utiliser un switch case. Ça va être plus, ça serait plus, comment on va dire, plus adéquat parce qu'on a plus de if, mais c'est pas méchant. Quoi, c'est custom. OK. Là, je vais juste charger ma page, quoi. OK. En fait, c'est tout à fait normal que ça tourne toujours parce que si vous remarquez très bien, j'ai toujours pas en fait déclenché en fait l'événement qui va en fait faire effectuer ce traitement. Donc, ce que je dois faire, c'est en fait déclencher cet événement. Donc, je reviens au niveau de mon liste article screen. Donc là, je vais faire de manière barbare également. Donc, je vais juste faire ceci. Donc, je pense qu'on n'a plus besoin de ça. Je crois. Bien. Qu'est-ce que ça me fait là? Ok. Je peux- Ok. Donc là, je vais juste utiliser la méthode donc je vais aussi, c'est encore aussi de manière barbare un peu. Donc on va utiliser une méthode dans block provider pour en fait ajouter un nouveau événement. Donc, je vais faire point off contexte. On va faire add. Bon, c'est normal tout gris. On va juste spécifier le type de bloc. Donc c'est article bloc comme ceci. Rajouter l'événement article onload event. Ok, donc vous voyez que ça affiche rien parce que c'est normal, parce qu'on n'a pas d'article, je crois. Je vais juste vérifier rapidement. Ok, c'est bien ça, on n'a pas d'article. Donc on va faire comme ça. Si s'il n'y a pas d'article dans ce cas, il faut juste afficher. Donc là, je vais juste faire une condition ternaire, hein. Donc on va faire state.article article.isEmpty. Dans ce cas, on va juste un title widget. Je l'appelle un article pour le moment. Donc, article ne prend pas S. Enfin, je diminue juste size. Peut-être je mets un 15 pour vous. Ok, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'article. Donc, maintenant, ce qui va suivre, c'est maintenant qu'on a pu en fait
gérer ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer le bloc qui va permettre en fait d'ajouter un article. Donc, ça va être sur cette page.